Donc, le but de ce topo, le titre c'est Colonisation des Amériques par l'Espagne. Que s'est-il vraiment passé? Donc, le plan. Donc, je vais faire une petite introduction sur ce que c'est que la légende noire. Ensuite, en première partie, on va voir l'Amérique du Sud avant la conquête. En deuxième partie, on va voir la libération des Indiens par l'Espagne, donc toute la conquête, ce qui s'est passé, etc., qu'ont fait les Espagnols. Et ensuite, troisièmement, tous les mensonges en fait, qui sont venus après toute l'histoire qui a été falsifiée. Et enfin, une petite conclusion. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de rétablir la vérité sur la conquête de l'Amérique par l'Espagne. C'est un épisode de l'histoire chrétienne, parce que c'est attaché au catholicisme, qui est trop souvent caricaturé et qui est sali par ce qu'on appelle la légende noire. C'est moins connu en France, mais c'est très connu en Espagne et dans les pays d'Amérique du Sud, ce terme de légende noire. Et donc voilà, on accuse l'Église catholique d'avoir réduit le Nouveau Monde en esclavage, exterminé des peuples entiers, encore avoir baptisé tout le monde par la force, etc. Et ces accusations, en réalité, ont été utilisées par des puissances nationales, souvent protestantes, pour justifier des invasions, des conquêtes et certains actes. Donc, par exemple, on évoque souvent un génocide indien. Il y a certains indigénistes radicaux qui vont jusqu'à parler de 100 millions de morts, alors que la population totale du continent n'atteignait pas les 13 millions à l'époque. Donc, ça, je vais mettre ça là. Hop. Donc il y a aussi la vision que l'Amérique précolombienne, c'était une sorte de jardin d'Éden avant que les Espagnols arrivent, et que les méchants européens ont tout détruit, alors qu'en réalité, avant qu'ils arrivent, c'était une civilisation qui pratiquait l'esclavage, les sacrifices humains, le cannibalisme et des guerres constantes. Et en vérité, à toute cette époque de colonisation, en fait, l'Espagne, ça a été un des seuls pays, un des seuls empires qui s'est posé des questions morales et théologiques sur la légitimité de la conquête, et à reconnaître la dignité des Indiens comme étant égaux aux Espagnols, et à leur transmettre la foi, la langue, et une culture, une éducation, etc. Donc ça, on va tout voir en détail. Donc premièrement, l'Amérique du Sud avant la conquête. Donc le grand A, c'est les sacrifices humains. Donc j'ai majoritairement parlé des Aztèques et des Incas. Si vous voulez, c'est un peu les deux plus grands empires qu'il y avait à cette époque. Et on a le plus de données aujourd'hui. Donc les Aztèques, c'était un peuple qui était originaire du nord, donc vers les États-Unis, qui sont descendus, qui sont arrivés vers Mexico en 1168. Donc vous voyez sur la carte Vice-Royauté d'Espagne, en fait la Nouvelle-Espagne là, c'était justement le Mexique en fait. En fait le Mexique c'était vraiment énorme. Ça prenait quasiment la moitié des États-Unis. Et donc voilà, les Aztèques sont arrivés par là. Et donc à l'arrivée d'Hernán Cortés en 1519, l'empereur Moctezuma, il recevait un tribut de la part de 371 peuples. Ça fait beaucoup de peuples. Il y avait énormément d'ethnies, énormément de langues aussi, ça on n'en parle pas forcément, mais il y avait des centaines de langues. Et en fait, il y avait un brouhaha. Les gens se comprenaient très difficilement en réalité. Il n'y avait pas une seule langue, non. C'était le chaos linguistique. Et donc tous les 6 mois, donc le calendrier aztèque en comptait 18, donc 18 mois de 20 jours chacun, les percepteurs passaient collecter l'impôt, ainsi que les êtres humains que l'empereur avait fixés. Et donc chez les Aztèques, les sacrifices humains ont fini par avoir une fréquence et une généralité qui abasourdissent. Pour que les victimes ne viennent jamais à manquer, on a institué avec les peuples ennemis une coutume bien singulière, celle du Xochiaoltol, dont le but était de faire des prisonniers qui donneraient leur sang aux dieux. À chaque mois correspondaient ces fêtes, et à chaque fête, ces victimes. Donc il y avait toute une liturgie, entre guillemets, du sacrifice humain. Donc par exemple, pour donner un exemple concret,
durant un mois pour appeler justement la pluie, ont tué de nombreux enfants et on les condamnait vers le sommet des montagnes, on leur arrachait le cœur et on l'offrait pour obtenir des précipitations. Ah oui, donc j'ai oublié de prévenir, il y a beaucoup de passages qui peuvent être, pour les personnes sensibles, voilà. Ah, attention. Donc il faut être un peu accroché. Je vais essayer de ne pas être trop non plus graphique. Et donc on a arraché le cœur aux enfants. Et ces enfants étaient ornés de plumes ainsi que de guirlandes. Et leurs bourreaux les accompagnaient en jouant de la musique, en chantant et en dansant. Et donc si les enfants pleuraient, les réjouissances étaient encore plus grandes parce que c'était un signe qu'il allait pleuvoir dans la superstition aztèque. Et donc on réalisait également des sacrifices humains pour célébrer le début d'un nouveau règne. Donc, par exemple en 1487, l'empereur Ahouzotel, qui a vécu ou régné, je ne sais pas, de 1486 à 1502, qui a fait sacrifier durant 14 jours près de 16 000 zapotèques, 24 000 tlapanèques, 16 000 huexotzincas et atlixcas, ainsi que 24 400 tizohocax. Donc là déjà on est dans les 100 000 en 14 jours. Au moment de l'arrivée des conquistadors, on estime qu'il y avait environ 4,5 millions de personnes qui vivaient dans l'actuel Mexique. Donc c'était, je rappelle, une région absolument gigantesque. Et l'historien américain William Prescott affirme que le nombre de victimes sacrifiées chaque année par les Aztèques était considérable. Et tous les auteurs qui ont analysé les nombres, ils vont entre... Personne ne va en dessous de 20 000 par an. Et ça va jusqu'à 150 000 par an. Donc c'est assez énorme. Donc ça équivaut à peu près à 54 à 410 sacrifices humains par jour. Et là on parle que de cette région du Mexique, on ne parle pas de toute l'Amérique du Sud. Donc maintenant on va parler vite fait des Incas. Donc dans l'empire des Incas, l'Inca c'est le Pérou. Donc le Pérou, comme vous voyez sur la carte, c'est au sud. En fait, les Portugais, ils ont pris tout le Brésil, là, et les Espagnols, ils ont pris tout le Mexique, le Pérou et Rio de la Plata, et toutes ces régions-là, quoi. Donc, les Incas sacrifiaient moins, apparemment, mais c'était aussi assez horrible, parce qu'ils sacrifiaient principalement des enfants et des adolescents, afin de favoriser les bonnes moissons et de chasser les mauvais esprits. Évidemment, il n'y avait pas que les Incas et les Aztèques, il y avait des centaines de tribus, et dans énormément de peuples, on a retrouvé des rites similaires. Par exemple, chez les Purujas, qui vénéraient le Chimborazo, ça c'était l'un des plus grands volcans de l'actuel Équateur, ils réalisaient des sacrifices humains sur l'autel d'un temple placé à la limite des neiges éternelles, et ils avaient également pour l'habitude d'immoler les premiers-nés, dont les cadavres étaient conservés par embaumement au sein de leur chambre, dans des récipients en pierre ou en argile. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu les têtes réduites là, dans des films, parfois on peut les voir. En fait, je les ai retrouvées, elles sont là. Donc sur la côte de l'Esmeralda, les indigènes ils offraient à leurs dieux des tsantsas, c'est-à-dire des têtes réduites d'ennemis sacrifiés. Ils décoraient les temples de ces têtes, préparées d'une manière spécifique pour que leur taille diminue jusqu'à atteindre celle d'un point. Voilà. Donc grand B, le cannibalisme. Je sens que je lui dis, elle va apprécier. Donc ce qui est assez drôle, c'est que aujourd'hui, alors l'archéologue Enrique Vela nous parle du Tlacatlaoli que l'on mangeait pour honorer Xipétotex, donc c'était le dieu du printemps. Et on lui sacrifiait d'ordinaire un guerrier issu d'un des peuples vaincus par les Aztèques. Il était ensuite écorché, démembré et cuit à feu doux dans un bouillon de maïs. Je passe les autres détails. Il y avait des parties qui étaient réservées aux nobles, etc. Les parties plus nobles, on va dire, de la viande, entre guillemets. Et lorsque sont arrivés les Espagnols, ils ont évidemment interdit la consommation de chair humaine, qui a été remplacée par celle du porc. Ce qui a donné naissance au pozole que les Mexicains consomment aujourd'hui. Vous tapez pozole sur internet, vous trouvez un plat à base de porc et de maïs. En fait, son ancêtre, c'était ça, quoi. Donc voilà. Ensuite, l'ethnie caraïbe.
Ça, personne ne connaît, mais c'était une ethnie qui était assez connue à l'époque. Et donc la majeure partie du territoire de la Colombie était occupée par de nombreuses tribus appartenant à l'ethnie caraïbe. C'était des guerriers très courageux, aguerris, qui avaient une organisation militaire propre au peuple guerrier et conquérant, et ils étaient anthropophages majoritairement. Donc lors des combats qu'ils livraient, s'ils faisaient des prisonniers, leur objectif c'était de les engraisser et de les conserver le plus longtemps possible. Voilà, quoi, c'était leur principal régime, quoi. C'était vraiment leur mode de vie. C'était un mode de vie, c'était pas quelque chose de ponctuel. Ensuite, on peut aussi parler des Pijajos. Donc Manuel Lucena Salmoral, qui est un des chercheurs qui a le plus sérieusement étudié le thème du cannibalisme chez les Pijajos, il affirme donc il faut probablement penser que l'anthropophagie des Pijajos avait une origine religieuse et devait servir à assimiler les vertus de l'être ingéré, mais il est évident que la coutume a dégénéré au fil des années jusqu'à devenir un vice. Au début du XVIIe siècle, ces indigènes dévoraient tout être humain qu'ils capturaient, qui se soit montré courageux ou lâche, et formaient des expéditions qui avaient pour objet de les approvisionner en chair humaine. Ils engraissaient des prisonniers qu'ils tuaient et qu'ils mangeaient par la suite, et allaient même jusqu'à déterrer des cadavres en état de putréfaction pour les ingérer. Il semblerait que les Pijajos étaient particulièrement amateurs de plats à base d'enfants rôtis, à tel point que Salmoral explique que leur préparation favorite était visiblement la chair d'enfant. Ils faisaient rôtir les nourrissons sur des braseros, comme pour les griller, et emporter leur chair cuite dans une besace pour s'en nourrir durant leur déplacement. C'est vraiment quelque chose de normal, en fait. Donc par exemple dans la vallée de la rivière Nord, les Indiens ils avaient pour pratique de capturer toutes les femmes de leurs ennemis pour abuser d'elles, les rendre enceintes, et les enfants qui naissaient ainsi étaient nourris et éduqués par leurs soins avec une grande attention jusqu'à atteindre l'âge de 12 ou 13 ans, époque à laquelle ils étaient déjà bien gros. Ils les mangeaient avec délectation. Je cite, c'est des citations d'historiens ça. Et lorsque les femmes qu'ils avaient prises n'étaient plus utiles à la reproduction, ils les dévoraient. Donc je passe d'autres détails assez sanglants. Et donc souvent, il y avait certains ethnologues affirment vraiment que toutes ces tribus étaient anthropophages à tel point que leur seul aliment était la chair humaine. Certaines, voilà. Pour se la procurer, ils vivaient dans un état de guerre constante, les uns contre les autres. Par exemple, la commune de Carnicherias, située sur le territoire des Paeches, a reçu ce nom des Espagnols car ces derniers y ont découvert des abattoirs et des marchés publics destinés à la chair humaine. Alors, il est intéressant de noter, en toute justice, que lorsque les Incas ont conquis ce qu'ils appelaient le royaume de Quito, actuelle République d'Équateur, ils ont tenté d'éradiquer la coutume qui consistait à manger de la chair humaine. Cependant, ils n'ont pas remporté un franc succès. Ensuite, grand C, donc ça c'est la dernière partie, sur ce qui se passait avant qu'arrivent les Espagnols. Donc la prostitution et l'esclavage sexuel. Donc il y a un mythe chez les indigénistes qui disent que l'Amérique du Sud était un paradis amoureux où il y avait une liberté amoureuse totale, alors qu'en réalité, oui, dans un certain sens, oui, mais ça allait du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'un noble pouvait prendre n'importe quelle paysanne et avoir des relations avec elle autant qu'il voulait, mais par contre, un paysan qui avait, par exemple, qui commettait l'adultère était sévèrement puni, y compris par la peine de mort. Bon, voilà. Et s'il s'agissait d'un adultère de la femme, le mari avait le droit citation d'un historien, d'arracher à grands coups de mâchoire le nez de son épouse et de l'amant de cette dernière. Bon. Lorsqu'en 1168 les Aztèques sont arrivés dans la vallée de Mexico, ils ont décidé d'envoyer des émissaires, des ambassadeurs à toutes les tribus qu'il y avait dans le coin pour leur envoyer un tribut. Et ils demandaient 20 000 jeunes gens âgés de 15 à 20 ans qui devraient entrer dans le régime alimentaire de l'empereur et de sa suite. Et ils ont également demandé qu'on leur envoie des jeunes filles afin que les guerriers puissent être satisfaits. Et il semblerait que ces demandes aient été acceptées de bonne grâce. Donc,
Les prostituées étaient souvent recrutées dans les couches basses de la société et on châtiait les femmes d'origine noble qui essayaient librement d'exercer ce métier. Et bien évidemment, on capturait les femmes des peuples conquis pour en faire des prostituées, etc. Alors c'est assez intéressant, mais les prêtres, entre guillemets, qui étaient spécialisés dans la lecture et l'explication du calendrier, ils avaient prétendument la faculté de savoir quelles étaient les filles des couches inférieures de la société qui étaient destinées à vendre leur corps, lorsqu'elles atteindraient l'âge de 13 ans. En fait, et ça arrivait surtout aux orphelines, aux fugitives et à celles qui n'avaient pas de foyer. Souvent, la prostitution était imposée par les enfants à leurs filles, et même par les maris à leurs propres femmes. Donc voilà, quoi, les parents littéralement vendaient leurs enfants, tout simplement. Et donc en temps de guerre, les femmes qui n'étaient pas mariées étaient obligées par leur état ou par le cacique. Donc le cacique, c'est juste un ancien chef amérindien d'Amérique centrale, à suivre les armées en qualité d'accompagnatrice des troupes. Voilà. Et donc, pour ne pas être injuste avec le peuple aztèque, il convient de rappeler qu'avant qu'ils n'envahissent la vallée de Mexico en 1168, quasiment toutes les tribus faisaient déjà ces pratiques. Et de fait, l'industrie des maisons de passe constituait une importante source de revenus, et il existait des marchés qui lui étaient destinés. Et donc cette situation explique pourquoi est-ce que les femmes en particulier ont reçu, par exemple, Hernán Cortés et ses troupes comme des libérateurs, et qu'elles aient haï les hommes de leur propre peuple. Donc on a un exemple historique avec Dona Marina, plus connue sous le nom de la Malinche, je ne sais pas comment prononcer ça, dans l'histoire officielle du Mexique. Donc là je cite un historien. Donc bien qu'elle ait appartenu à une famille noble et qu'elle était une femme d'une grande beauté, elle a une vie malheureuse. Alors qu'elle était très jeune, son beau-père l'a vendue comme esclave à un groupe d'Aztèques qui achetait et revendait des êtres humains originaires du Yicalango, importante région commerciale du sud-est de l'actuel territoire du Mexique. Et par la suite, après une des nombreuses guerres qui opposaient Aztèques et Mayas, ceux-là l'ont offerte en guise de tribut aux caciques mayas de Tabasco. Une fois ces Mayas vaincus par Hernán Cortés, la jeune femme a été remise en cadeau aux conquistadors espagnols. Elle a été baptisée et convertie au christianisme, adoptant alors le nom de Dona Marina. Et en signe de respect, les hommes de Cortés l'ont toujours appelée ainsi. Donc Dona, ça vient du latin dominer, qui veut dire maîtresse. Comme par exemple quand on dit monsieur, en fait c'est un diminutif de monseigneur. Et quand on dit madame, c'est un diminutif de ma maîtresse. En réalité, c'est ça que ça veut dire. C'est pour ça d'ailleurs que la Révolution française, là je sors un peu du sujet, ils appelaient tout le monde citoyen. Citoyen machin, citoyen machin, citoyen machin. Citoyen et le nom de famille. Et ils enlevaient les termes de madame et monsieur parce que ça rappelait trop l'ancien régime, avec ce système de hiérarchie. Et donc, voilà. Et donc Dona Marina, c'est devenue une fidèle et loyale compagne d'Hernán Cortés et a travaillé en tant que conseillère, guide et traductrice de l'abominable conquistador, citation, espagnol. Donc, maintenant, ça va. Alors, la partie 2, donc la conquête. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, les Espagnols ont aidé les peuples à se libérer des empires incas et aztèques, etc., des plus grands empires qu'il y avait. Parce qu'en fait, ils étaient opprimés par ces peuples. Parce que c'est une réalité, et ça personne ne peut le nier, c'est que les Espagnols, ils sont arrivés, ils étaient quelques centaines. Donc ils n'ont pas pu battre des dizaines de milliers de guerriers tout seuls, sans l'aide de quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un d'autre, on le sait, on a retrouvé des preuves historiques, des traces archéologiques, que lors des guerres, en fait, c'était majoritairement des Indiens qui se battaient contre d'autres Indiens, en fait. En fait, les Espagnols n'ont fait que canaliser cette énergie de vengeance qui existait depuis des siècles. Donc on estime par exemple les capitales de Tenochtitlan et de Cusco, donc ça c'est les deux noms à retenir on va dire. Tenochtitlan c'était la capitale empire aztèque au Mexique,
Et Cusco, c'était la capitale de l'Empire Inca au Pérou. Et on estime qu'il y a eu environ 200 000 hommes qui ont combattu aux côtés des quelques centaines d'Espagnols. Ça, c'est indéniable. Donc, lorsque les Espagnols sont arrivés, nombre d'indigènes se sont ralliés de manière spontanée à eux. Et voyaient l'occasion d'en finir avec les siècles d'esclavage et de terreur imposés par les empires précolombiens. C'est bon. Et donc Hernán Cortés, qui a un nom qui rime avec conquistador sanguinaire pour la plupart des historiens, on va dire, gauchisés ou indigénistes, mais en réalité, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça ce qui s'est passé. Il est venu d'une famille de petite noblesse, propriétaire de vignes et de moulins. Lorsqu'il était enfant, il avait une santé assez fragile. Il a failli mourir plusieurs fois. Il est né en Espagne, de manière proche à la frontière portugaise. Et bon, je passe les détails de sa vie, mais à l'âge adulte, voilà, Cortés a pris la tête d'une expédition composée d'environ 300 soldats espagnols et de 20 000 alliés indiens. C'est avec cette armée qu'il a réussi à s'emparer de Tenochtitlan, la puissance capitale de l'Empire aztèque. Donc partie B, maintenant la construction de la Nouvelle-Espagne. Comme vous pouvez voir sur la carte de 1800, on se rend compte, je ne sais pas si on se rend compte, mais les territoires qu'avait l'Espagne à ce moment-là étaient gigantesques. Et toute la Nouvelle-Espagne, la Nouvelle-Grenade, le Pérou, Rio de la Plata, mais c'est énorme, absolument gigantesque. Et donc, après la conquête, les Espagnols n'hésitèrent pas à mêler leur sang avec celui des peuples vaincus et libérés. Donc, peu importe la race ou l'origine ethnique, voilà, les Espagnols se montrèrent ouverts, même aux Incas, aux Aztèques, peu importe en fait, il n'y avait pas de, voilà. Et donc on a des preuves historiques abondantes. On a par exemple Isabelle, fille de l'empereur aztèque Moctezuma, la fille de l'empereur, qui devint après la conquête l'une des femmes les plus riches et influentes du Mexique. Âgée d'environ 30 ans, elle épousa le conquistador Juan Cano de Saavedra, avec qui elle eut 5 enfants, Juan, Pedro, Gonzalo, Isabelle et Maria. Donc les petits-enfants du dernier empereur aztèque. Ce qui est assez incroyable, c'est que les 2 filles d'Isabelle entrèrent au couvent de la Conception à Mexico, tandis que ses fils épousèrent des filles de gentilshommes espagnols. Donc des métis qui épousent des filles, entre guillemets, pures espagnoles, de nobles. Donc c'était bien la preuve que le métissage, c'était pas un obstacle, même au sein de l'élite, parce qu'ils étaient catholiques, quoi. Et comprenaient que tous les hommes ont la même dignité humaine, quoi. Donc en termes d'hôpitaux, entre 1521 et 1524, on a la fondation de l'hôpital Saint-Lazare au Mexique, un établissement ouvert aux lépreux, sans distinction d'origine ethnique ni de classe sociale. En 1527, l'évêque Julián Garcés fit édifier un autre hôpital. Et en 1535, à Puebla, fut fondé un hôpital réservé aux femmes. En 1539, un autre évêque, ému par les souffrances des malades atteints de syphilis, obtient de Charles Quint, le roi Charles Quint, l'autorisation de fonder l'hôpital de l'Amour de Dieu, consacré au traitement des maladies vénériennes. En 1535, à Mexico, fut créé un hôpital royal pour les natifs, le premier établissement réservé exclusivement aux indigènes, qui pouvait accueillir jusqu'à 600 patients. Donc les soins et l'alimentation qui étaient prodigués étaient d'un niveau tel que certains chroniqueurs disent que les plus pauvres des Mexicains d'aujourd'hui ne pourraient même pas les imaginer dans leurs plus beaux rêves. Donc en 1567, le frère Bernardino Alvarez fonda la Congrégation des Frères de la Charité, qui ouvrit le premier hôpital du continent américain destiné à accueillir des malades mentaux. En 1582, la confrérie du Transit de Notre-Dame créa l'hôpital Notre-Dame des Désemparés, qui recevait des patients noirs, mulâtres et métis vivant à Mexico.
2 ans plus tard, un autre hôpital. En 1604, encore un autre hôpital. En 1612, tous au Mexique, hein, l'hôpital du Saint-Esprit à Mexico. 1625, hôpital Notre-Dame de la Conception à Guanajuato. En 1626, encore un. En 1672, encore un. Donc là, je ne sais pas ça fait combien, mais ça fait beaucoup. Et encore, je ne les ai pas tous dit. Donc ça montre bien que dès le 1er siècle de la conquête, les Espagnols se sont occupés des indigènes. Au niveau de l'éducation, à l'origine, il y avait plus d'écoles pour les Indiens que pour les enfants d'Espagnols, ce qui est normal, qu'il y avait beaucoup plus d'Indiens que d'Espagnols à cette époque. Donc les 2 premières écoles du Mexique furent créées par les franciscains, l'une à Texcoco en 1523 et l'autre 2 ans plus tard à Mexico. Donc en 1536, il y a un collège, le collège de Sainte-Croix, situé dans un quartier indigène de Mexico. Il était exclusivement réservé aux jeunes indigènes. Et dans ce collège impérial, les élèves recevaient une formation complète: latin, grammaire, rhétorique, logique, arithmétique, géométrie, astronomie, médecine, musique, peinture, théologie, religion. Il y a eu plein d'autres collèges qui ont été créés, je ne vais pas tous les citer. On peut également noter l'ouverture de l'Université royale du Mexique, fondée par une cédule, je ne sais plus ce que c'est ça, une cédule royale de l'empereur Charles Quint, qui fut inaugurée en 1523, et jouissait des mêmes privilèges que l'Université de Salamanque. En fait, on voit bien que les rois espagnols considéraient ces territoires-là comme des territoires espagnols à 100%. C'était juste, voilà. Alors que si on compare avec la colonisation des Anglais, les Anglais, ils faisaient bien la différence entre l'Angleterre et leurs colonies. C'était vraiment séparé. Et d'ailleurs, il y avait énormément de racisme. Par exemple, les Anglais considéraient que les Indiens étaient des sous-races. Je parle des Indiens d'Inde, je parle aussi des Indiens d'Amérique du Nord. Il y avait vraiment une séparation. Pour eux, c'était une sorte de business, quoi, en fait. Alors que les Espagnols, pas du tout. C'était un seul empire. Donc, ce qui est assez fabuleux, c'est qu'il y avait même des cours sur les langues indigènes, notamment l'aztèque et la rotomi, à l'Université royale du Mexique. Donc, et ça, c'était dès le XVIe siècle. C'est assez énorme. Donc la question, c'est dans quelle université des 13 colonies ensuite constituées aux États-Unis d'Amérique étudiait-on la langue des Sioux, celle des Apaches ou celle des Navajos? Les Espagnols se montrèrent si respectueux des langues locales que dès 1571, soit 50-60 ans après la conquête, fut publié au Mexique le premier livre de grammaire en langue nahuatl, soit 15 ans avant que l'Angleterre n'édite sa première grammaire de langue anglaise. C'est assez fou. Donc maintenant, partie C. Partie C, donc on va voir l'état de l'Amérique juste avant la dépendance, donc vers 1800. Donc on a un témoin impartial qui s'appelle Alexander von Humboldt, qui était un géographe, astronome, humaniste, naturaliste et explorateur. Il n'aimait pas les catholiques ni les Espagnols. C'était un Allemand qui était plus protestant. Et donc on a retrouvé son journal d'explorateur, où voilà, quoi, on a retrouvé des passages très, très révélateurs. Donc il nous dit: je suis arrivé au Mexique par la mer du Sud en mars 1803 et j'ai résidé dans ce vaste royaume pendant 1 an. J'ai été assurément surpris par le caractère très avancé de la Nouvelle-Espagne par rapport aux régions de l'Amérique méridionale du Sud que je venais de parcourir. Ce contraste me poussait en même temps à étudier plus particulièrement les statistiques du royaume du Mexique et à analyser les causes qui avaient le plus influencé les progrès de sa population et de son industrie nationale. Donc un protestant qui parle comme ça d'un royaume catholique, c'est assez fort. Il note aussi
Parmi les colonies soumises au pouvoir du roi d'Espagne, le Mexique occupe actuellement la première place, tant pour ses richesses territoriales que pour le caractère favorable de sa situation dans le commerce avec l'Europe et l'Asie, ainsi que par la valeur politique de ce pays en fonction de son état actuel de civilisation, bien supérieur à celui que l'on peut observer dans les autres possessions espagnoles. Donc il y avait une certaine préférence, un certain développement plus grand au Mexique. Les Indiens, il écrit dans un autre passage, les Indiens abêtis par le despotisme des anciens souverains aztèques et par les vexations des premiers conquistadors, voilà, sont protégés par les lois espagnoles, généralement sages et humaines, mais jouissent bien peu de cette protection en raison de la grande distance qui les sépare de l'autorité suprême du royaume. Donc là, il est un peu critique, mais il dit bien que les Indiens sont protégés par des lois. Donc ils ont des droits. Il ajoute, lorsque les Espagnols ont mené à bien la conquête du Mexique, ils ont découvert un peuple qui se trouvait déjà dans cet état d'abjection et de pauvreté qui partout accompagne le despotisme et la féodalité. L'empereur, les princes, la noblesse et les clergés possédaient de manière exclusive les terres les plus fertiles. Les gouverneurs de province commettaient en toute impunité les pires exactions. Le cultivateur se voyait avali, les principaux chemins, comme nous l'avons noté plus haut, fourmillaient de mendiants. L'absence de grands quadrupèdes domestiques, il n'y avait pas de chevaux à cette époque. Donc quand les Indiens ont vu les Espagnols avec des chevaux, pour eux c'était un truc de fou. Donc l'absence de chevaux a poussé des milliers d'Indiens à faire office de monture, et à transporter le maïs, le coton, les fourrures et autres produits de consommation. Donc on s'imagine les Indiens qui portent des kilos et des kilos et des kilos de maïs sur des routes qui sont complètement... parce que là-bas c'est montagneux, donc, et en plus c'est la jungle, donc c'est des chemins absolument très difficiles. Donc voilà. Il faut noter que Humboldt reconnaît que l'État aztèque était débostique, mais il ne parle pas des sacrifices humains. C'est assez bizarre. Et là il nous dit, aucune ville du Nouveau Monde, pas même aux États-Unis, on est vers 1800 là, ne présente des établissements scientifiques aussi grands et solides que la capitale du Mexique. Il parle aussi du travail dans les mines, et il dit un truc assez révélateur. Le travail dans les mines est entièrement libre, dans tout le royaume de la Nouvelle-Espagne. On ne peut obliger aucun Indien, ni aucun métis à s'y consacrer, bien que cette idée ait été répétée dans les ouvrages les plus réputés. Là, il fait référence à toute la propagande protestante. Il est absolument faux que la cour de Madrid envoie des bannis travailler dans les mines d'or et d'argent. Les mines de Sibérie ont été peuplées avec des malfaiteurs russes. Dans les colonies espagnoles, cela fait heureusement des siècles que l'on n'inflige plus ce genre de châtiment. Et ensuite il dit « Le mineur mexicain est le mieux payé de tous les mineurs, tandis qu'en Saxe, vaste région d'Allemagne du Nord, le mineur touche 4 à 4,5 francs pour une semaine de 5 jours, le mineur mexicain en touche 25 à 30. » C'est assez surprenant. Alors, il aborde le sujet de l'esclavage des Noirs. Donc, à cette époque, il y avait encore l'esclavage des Noirs. Il dit « Les esclaves, peu nombreux dans le royaume du Mexique, s'y trouvent, comme dans toutes les possessions espagnoles, un peu plus protégés par la loi que les Noirs des colonies des autres nations européennes, donc des Anglais, des Français, etc. Ces lois sont toujours interprétées en faveur de leur liberté, et le gouvernement cherche à accroître le nombre d'esclaves affranchis. Un esclave qui, par son travail, est parvenu à réunir une petite somme d'argent, peut contraindre son maître à lui accorder la liberté, en échange de 300 ou 400 pesos. On ne peut refuser la liberté à un noir, sous prétexte que le coût de son premier achat a triplé, ou qu'il possède une habilité particulière. Donc voilà. Et ensuite, on a une trahison de Humboldt. Justement, le gouvernement de l'Espagne lui avait dit, parce qu'il faisait des cartes de toute l'Amérique du Sud, il lui avait dit, vous gardez ça pour vous. Sauf qu'évidemment, il s'est fait inviter par le président des États-Unis, Thomas Jefferson, et ils ont fait copa, et ces documents ont été copiés,
et ils ont été utilisés pour envahir le Mexique en 1846. Et lorsqu'on regarde la carte, en 1800, vous voyez la taille de la Nouvelle-Espagne, hein. C'est énorme. Et en fait, les États-Unis ont littéralement volé à peu près 60% du Mexique lors de cette guerre. Ils ont pris la Californie, le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, le Nevada, Utah, Colorado, Wyoming. Personne n'en parle aujourd'hui. Mais tous ces États, sous la couronne espagnole, ça faisait partie de ce territoire. Et donc voilà. Donc tout le monde parle des méchants espagnols qui ont colonisé l'Amérique du Sud, mais personne ne parle des États-Unis qui ont volé littéralement tous ces territoires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le Texas, je crois que c'est 2 fois la France ou 3 fois la France, un truc comme ça. Rien que le Texas. C'est énorme. Donc maintenant, on va passer aux mensonges des propagandistes de la légende noire. Donc en grand A, Bartolomé de las Casas. Donc en réalité, toute la légende noire est basée sur cet homme. Donc c'était un prêtre dominicain. Comme quoi, à chaque fois, le plus grand mal arrive souvent par des gens d'église qui trahissent. C'est souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs. Donc qui a vécu de 1486 à 1566. Il est arrivé en 1502 en Amérique. Donc, il est arrivé très jeune, il avait 18 ans à peu près. C'est lui l'auteur de la très brève relation de la destruction des Indes. C'est vraiment ce livre qui est le fondement de la légende noire. Et donc, toi, tu n'as pas pu écouter tout à l'heure, mais Bartolomé de las Casas, quand il parle par exemple de l'ethnie des Caraïbes, il dit que c'était des pieux missionnaires qui naviguaient d'île en île, mendiant à tout homme ou femme qu'ils rencontraient un morceau de viande pour se nourrir. Aux yeux du légendaire dominicain, l'empire aztèque c'était le royaume de la miséricorde, et l'empire inca celui de la bonté. Donc évidemment, il nie totalement l'existence des sacrifices humains de masse, et de toutes les atrocités qui étaient commises, ça n'existait pas. Donc pour le citer, des gens fort simples, sans méchanceté ni hypocrisie, les personnes les plus humbles, les plus patientes qui soient au monde, des êtres sans rancœur, sans haine, qui ne cherchent jamais vengeance. En fin de compte, citation de bien pauvres gens qui possèdent peu de choses et ne désirent avoir aucun bien matériel, et qui de ce fait ne sont ni orgueilleux, ni ambitieux, ni envieux. Ce sont de douces brebis. Donc quand vous lisez ça et que vous avez vu toutes les informations que je vous ai données avant, vous voyez qu'il y a un problème, c'est bizarre. Ça n'a aucun sens ce qu'il dit. Donc pour lui, les Indiens étaient des citations des êtres angéliques, dépourvus de malice et leur chef des pères. Donc plein d'abnégation qui se démenaient pour le bien-être de leurs enfants. À l'opposé se trouvaient les Espagnols, évidemment. Alors certains soupçonnent c'est parce qu'il était d'origine française, Bartolomé de las Casas. On ne sait pas trop pourquoi il avait une haine pour les Espagnols, mais bon. Donc pour lui, c'était des êtres mauvais, dominés par la convoitise et la concupiscence. Citation, la raison pour laquelle les chrétiens, alors que lui-même était chrétien, la raison pour laquelle les chrétiens ont tué et détruit un nombre si considérable d'âmes repose uniquement sur la soif de l'or et d'enrichissement rapide comme fin ultime. Fin de citation. Bon là, je ne vais pas citer tout le livre, j'ai juste donné un passage pour qu'on voit bien l'esprit de l'auteur. Donc il nous raconte une histoire, il dit « Ils ont parié pour savoir lequel d'entre eux serait capable d'ouvrir un homme en deux d'un simple coup de couteau, de lui couper la tête ou de lui sortir les entrailles avec une pique. Ils ont arraché par les pieds les nourrissons, encore en train de téter le sein de leur mère, et leur ont fracassé la tête sur des rochers. D'autres encore les ont jetés de dos dans les cours d'eau, riant, se moquant d'eux, et tombant, eux aussi, dans la rivière. Dans d'autres cas, ils ont embroché mère et nourrisson, conjointement, mais aussi tout ce qui se trouvait sur leur chemin, avec leur épée. Ils ont fabriqué de grands gibets auxquels les Indiens, qu'ils y ont accrochés, pendaient avec les pieds, touchant presque le sol, et par groupe de 13, dans une effroyable référence à notre Sauveur et aux 12 apôtres, ont placé par terre des bûches auxquelles ils ont mis le feu pour les brûler vifs. Voilà.
Donc quand on lit ça, évidemment, et qu'on n'a pas la culture, on ne sait pas ce qui s'est passé, on est là, ça a l'air horrible, les Espagnols, waouh. Alors maintenant, la réalité. Donc en réalité, Bartolomé de las Casas n'a jamais vu les Indiens que de loin, et n'a jamais pris la peine d'apprendre une des 300 langues qu'il parlait. Donc il avait une vie assez confortable en tant que procureur des Indiens et évêque. Donc oui, il est devenu évêque. Et cette situation contraste avec celle que menaient les 12 franciscains. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment eu 12 frères franciscains qui ont vraiment évangélisé toute l'Amérique du Sud, enfin le Nouveau Monde espagnol. Et justement, on va avoir un des témoignages d'un de ces 12 franciscains qui va parler contre Las Casas. Et eux ont vécu aux côtés des Indiens, ils ont appris leur langue, ils ont partagé leur misère, etc. Et donc apprendre la langue des Indiens, c'était indispensable pour un missionnaire. Donc sans ça, c'était impossible d'évangéliser. Et donc ce que faisaient les moines, c'est qu'ils jouaient avec les enfants, et à l'aide de brins de paille ou de cailloux quand ils en avaient le loisir. Et ils avaient toujours à portée de main un morceau de papier sur lequel ils notaient les mots qu'ils apprenaient, etc. Et donc à la fin de la journée, les religieux s'échangeaient leurs notes, et c'est ainsi qu'ils ont pu constituer un lexique et apprendre à s'exprimer plus ou moins bien dans de nouvelles langues. Et le mode de vie très simple de ces religieux attirait les indigènes, tout comme ces derniers étaient attirés par leur honnêteté, leur infatigable application au travail, le traitement à la fois ferme et doux qu'ils avaient à leur égard, le temps qu'ils passaient à leur faire la classe, ainsi que par le fait qu'ils prenaient leur défense face aux Espagnols qui les outrageaient. Évidemment, il y avait des Espagnols, le monde n'est pas parfait, qui abusaient, évidemment. Mais à aucun moment les 12 apôtres, parce qu'on a retrouvé leurs écrits, à aucun moment les 12 apôtres de l'Amérique n'ont songé, comme l'a fait Bartolomé de las Casas, de son côté, à déclarer, citation, à déclarer que tous les Espagnols étaient des criminels, des usurpateurs, et qu'ils vivaient tous en état de péché mortel. Ils ont été bien plus humbles et réalistes. Donc, ils dénonçaient les abus quand il y en avait, mais ils disaient jamais que jamais les 12 apôtres ont disqualifié la conquête de l'Amérique par l'Espagne. Et donc, on a le témoignage de frère Toribio, qui est un des 12 apôtres, qui affirme avec une grande autorité morale « Bartolomé de las Casas a tort en disant ce qu'il dit. C'est un mercenaire et non un berger, car il a abandonné ses brebis pour se consacrer au dénigrement d'autrui. Sous sa plume, les conquistadors, titulaires d'encomiendas et marchands, sont souvent décrits comme des tyrans, des voleurs, des violeurs, des ravisseurs. Il dit qu'ils passent chaque instant de leur journée à tyranniser les Indiens. Même s'il n'a appris que quelques règles religieuses, Bartolomé de las Casas se montre bien hardi. Ses égarements sont nombreux et son humilité bien faible. Il croit que tout le monde a tort et que seul lui a raison. C'est qu'il dit aussi ces mots que l'on croit durs comme fer. Tous les conquistadors ont été des voleurs, des ravisseurs et les hommes les plus qualifiés pour le mal qui ait jamais existé, ainsi que tout le monde peut le constater. Tous les conquistadors, dit-il, sans en excepter aucun. Déjà, dire ça, c'est pas réaliste. Ensuite, le frère Tobiro nous dit « 15 ans que je connais Bartolomé de las Casas, et il est toujours en train d'écrire à propos de procès ou de la vie des autres, cherchant les maux et délits que les Espagnols ont pu commettre sur cette terre, afin de les humilier, ainsi que d'exagérer les maux et péchés réellement existants. En cela, il semble qu'il ait pris le parti de notre adversaire, entre guillemets, le démon, même s'il croit être plus zélé et plus juste que les autres chrétiens et religieux, et ce alors même qu'il n'a guère eu ici d'activité religieuse. » Et ensuite, il l'accuse aussi de mentir, de ne pas célébrer la messe et de ne confesser personne. En d'autres termes, de ne pas faire son boulot. Alors enfin, on trouve de nombreuses incohérences dans les écrits de Las Casas. Il y a une constante dans ses écrits, c'est que il parle toujours de manière vague et imprécise. Il dit jamais où, ni quand, il n'y a pas de date, il n'y a pas de lieu précis. Il dit juste « j'ai vu ». À chaque fois, c'est comme ça, quoi. C'est « j'ai vu ça ». Et il dit jamais, évidemment, que c'est une exception ou quoi. Il dit, bien au contraire, il laisse supposer que ce qu'il décrit, c'est la manière habituelle de tout ce qui se passe là-bas.
Donc par exemple, l'historien péruvien, il voit il y a clairement un mensonge dans les écrits de Las Casas. À un moment, il dit qu'un Espagnol avait tué de sa lance 10 000 Indiens en 1 heure. Soit 166 par minute. Soit 3 par seconde. C'est impossible. Donc, il était aussi très mauvais pour compter les morts. À ce sujet, Olivares Ravasi signale, dans son livre, il invente l'idée de génocide indigène. Il parle d'abord de 12 millions de morts, avant de porter le chiffre à 15 millions, pour terminer par 24 millions. Donc même en nous contentant de 15 millions de morts, les Espagnols auraient dû tuer 375 000 Indiens par an, ce qui n'est pas réaliste. Aussi, en termes de moralité, c'était un peu à double sens, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il disait que tout l'or qui était produit par la Nouvelle-Espagne, ça venait du péché, et on ne pouvait pas le prendre. Mais en même temps, il acceptait d'être rémunéré. 1 million ? Non, 100 pesos d'or annuel en 1516, etc. Bon, on a retrouvé des preuves qu'il recevait de l'argent tous les ans. De la provenance de la Nouvelle-Espagne. Ce qui est assez intéressant de noter, c'est que l'Église luthérienne inclut aujourd'hui Bartholomé de Las Casas dans les célébrations liées à son calendrier des saints. Voilà, ça en dit tout sur le personnage, je pense. Ensuite, on a plein de témoignages d'historiens qui disent que c'était un fabulateur, un menteur, etc., etc. Il y a même un philosophe marxiste qui est fondateur argentin du Front de Libération Homosexuelle, donc quelqu'un qui est très anticatholique, etc., qui s'appelle Sebrelli, qui dit « Les dénonciations de Las Casas envers les crimes des conquistadors font de lui un grand humaniste, mais ses informations étaient de seconde main. Il n'était pas rare qu'il exagère, et mentait même délibérément pour donner plus de force à son propos. » Bon. Ce qui est assez fou, c'est que tout repose sur le livre de Las Casas. Absolument toute la légende noire. C'est parti de là, en fait. Donc dès le XVIe siècle, Luther, évidemment, lança une propagande féroce contre l'Espagne catholique, la qualifiant de peuple marane et de mamelouk, donc impur, en gros à moitié musulman. Parce qu'il y avait eu la Reconquistada pendant 800 ans. Les Espagnols avaient fait la guerre avec les Mahométans et les Turcs, etc. Donc Luther les accusait des sangs impurs. Et il prétendait que l'Espagne voulait soumettre l'Allemagne avec l'aide des Turcs. Truc qui n'a absolument aucun sens, parce que l'Espagne était ennemie des Turcs. Il diffusa plus de 3000 pamphlets grâce à l'imprimerie, mêlant caricatures et récits atroces sur l'Inquisition et la cruauté espagnole, etc. Donc ses héritiers, notamment les historiens protestants allemands, ont ensuite transformé les guerres de religion en guerres de libération contre l'Espagne, en diffusant le mythe d'une Espagne barbare et tyrannique. Calvin a repris le truc. Les puissances protestantes, Angleterre, Hollande, Suède, Danemark, ils ont amplifié cette image. Ils ont justifié justement leurs pillages et les massacres qu'ils ont fait en Amérique en se présentant comme des élus de Dieu, punissant, citation, la catin du pape. C'était comme ça qu'ils qualifiaient l'Espagne. Et donc les corsaires calvinistes anglais comme Francis Drake et John Hawkins. Je ne sais pas si vous connaissez John Hawkins. Ça vous dit un truc, non ? Ça vous dit rien, le film L'île au trésor ? John Hawkins. En fait, tout ce truc de la piraterie qu'on a un peu encensé, en mode les pirates, c'était des joyeux gaillards très sympathiques, etc. En fait, ça vient de la légende de Francis Drake et John Hawkins, qui étaient des calvinistes qui tuaient, violaient et pillaient au nom de Dieu, tout en assistant chaque matin à la messe, entre guillemets, et en lisant la Bible. Sous Élisabeth Ier, la propagande anglaise fit de l'Espagne la femme écarlate de l'Apocalypse, symbole du mal à détruire. Donc des ouvrages comme le Livre des martyrs de Fox ou les Sermons d'évêques anglicans affirmèrent que Dieu est anglais et que l'anéantissement de l'Espagne était un devoir divin. Dans les Pays-Bas, le révolutionnaire Guillaume d'Orange utilisèrent à leur tour le livre de Las Casas
pour diaboliser les Espagnols et justifier la rébellion contre Philippe II, roi d'Espagne, parce qu'à ce moment-là, les Pays-Bas appartenaient à l'Espagne par Charles Quint. Comment ? Les Provinces-Unies, oui. Voilà, Provinces-Unies. Enfin, Locke, vous connaissez Locke, le philosophe anglais ? Oui, John Locke. John Locke, Habeas corpus. voilà. Donc il donna une justification intellectuelle à cette domination. Selon lui, les Espagnols, paresseux et indigents, citation, n'avaient pas su mettre en valeur leurs terres. Il était donc naturel et voulu par Dieu que l'Angleterre, peuple industrieux, s'en empare. Bon, je fais une petite aparté, mais en gros, dans le calvinisme, plus vous faites de l'argent et plus vous êtes un élu de Dieu, en gros. C'est-à-dire que Dieu manifeste sa grâce par le fait de la réussite matérielle. C'est comme ça que Calvin voyait les choses. Et si au contraire vous étiez pauvre, c'est-à-dire que Dieu ne vous donnait pas les grâces, et que vous étiez probablement en état de péché mortel, ou que vous n'étiez pas un élu, quoi. Et c'est pour ça qu'il justifiait tout cet amas de richesses matérielles par tous les moyens. Parce que plus on en avait, plus on était un élu. Donc l'indigénisme, c'est la dernière partie. Hop. Donc le mouvement indigéniste se développe à partir des années 1810. Donc ça va être le mouvement qui va justement nourrir la haine pour l'Espagne et apporter les guerres d'indépendance. Et c'est un sentiment qui ne va pas du tout venir des classes indigènes. Ça s'appelle le mouvement indigéniste. Non, ça ne vient pas des Indiens. Ça vient des descendants des Espagnols. Voilà. Et donc, il est important de noter que durant les guerres d'indépendance, les masses indigènes et métisses sont restées fidèles à l'Espagne, ainsi qu'à la monarchie, et qu'elles considéraient comme des ennemis, et non pas comme des libérateurs, les partisans de l'émancipation. Et à l'heure actuelle, les jeunes gens ignorent que ce sont les nouvelles républiques, et non pas la couronne, qui ont occupé les territoires indigènes. En Bolivie, par exemple, c'est l'Assemblée nationale constituante qui décide en septembre 1868 que les terres possédées par les ethnies indigènes, connues sous le nom de terres de communauté, deviendront propriété de l'État. Donc ensuite, on a le philosophe de l'indigénisme qui s'appelle Reinaga, Fausto Reinaga, qui est un penseur bolivien de 1906 à 1994. Donc lui, c'est vraiment le fondateur de toute la philosophie de l'indigénisme. Et donc pour lui, toute la violence est indispensable. Et tout est une histoire de lutte raciale. C'est pas la lutte des classes comme chez Marx. Là, c'est la lutte des races. Et donc en fait, il fait une inversion de supériorité. Il en arrive à mettre l'Indien comme supérieur aux Blancs et aux Métis. Et il faut revenir, si vous voulez, au jardin d'Éden d'avant, des peuples indiens, etc. C'est un peu l'idée de Reinaga. Et donc, ça crée justement, ce genre de philosophie, ça crée tout simplement la haine et la division. Et donc, d'un point de vue politique, l'Union soviétique va diffuser massivement les écrits de Reinaga. Parce qu'ils voyaient que, pour l'Union soviétique, l'Amérique du Sud, c'était un peu l'arrière-cour des États-Unis. Donc, pour déstabiliser les États-Unis, on va essayer de déstabiliser l'Amérique du Sud. Parce qu'ils voyaient bien que cette philosophie, ça arrivait à quoi ? Ça arrivait à une division des États dans de petites républiques indiennes, parce qu'il y avait plus de 300 peuples. Donc si on revient à l'époque d'avant, ça ressemble à ça. Ça ressemble à la carte en bas. Et encore. Donc, et bien des années après, lorsqu'est tombé le mur de Berlin, le département des États-Unis, là, le fameux USAID, je ne sais pas si vous connaissez, USAID, c'est le bras civil de l'interventionnisme politique américain dans différents pays. Ils vont reprendre ça, ils vont repopulariser cela. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez voir des manifestations en Amérique du Sud, indigénistes, etc. Et tout ça, c'est financé par l'USAID ou ce genre de structure. Donc, conclusion, la vraie Espagne. Donc l'Espagne du XVIe siècle, en fait, c'était fondamentalement une société militaire et catholique qui avait été forgée dans le sang, littéralement, par 8 siècles
d'une guerre religieuse et nationale contre justement les Mahométans, les musulmans. Et donc, si vous voulez, le peuple espagnol, c'était un peuple absolument fondé dans le courage, dans la foi, dans la noblesse, dans la générosité d'âme. Et D'ailleurs, certains disent que s'il n'y avait pas eu l'Amérique du Sud, les Espagnols auraient conquis toute l'Afrique du Nord. Parce qu'en fait, ils ont fait la Reconquistada, et ils les ont chassés, ils se sont arrêtés à la péninsule. Mais pile à ce moment-là, il y a eu la conquête et la découverte par Christophe Colomb des Amériques. Du coup, ça a pris toute l'énergie de l'Espagne. Mais s'il n'y avait pas eu ça, si ça se trouve, aujourd'hui, toute l'Afrique du Nord, ça serait une contrée hispanique, si ça se trouve. Les catholiques, peut-être, on ne sait pas. Mais bon, Dieu en a voulu autrement. Petit fun fact intéressant, l'Inquisition espagnole a condamné 59 femmes pour sorcellerie entre 1540 et 1700, alors qu'en Allemagne protestante, durant la même période, 25 000 furent exécutées pour le même motif. Quand on vous parle de la chasse aux sorcières, les historiens, et évidemment Voltaire, etc., ils ont tout mélangé. Ils ont mélangé la chasse aux sorcières des protestants et l'Inquisition. Donc en fait, oui, il y a eu des dizaines de milliers de personnes, mais en fait la plupart c'était des protestants qui faisaient ces exécutions. Donc il faut faire la part des choses. Tout. Bon, ça je vais passer. Alors oui, un fait absolument important, c'est que la fameuse reine Isabelle la catholique, c'est vraiment un moment décisif dans l'histoire du Nouveau Monde. Le 20 juin 1500, la reine Isabelle la catholique promulgua une bulle royale ordonnant la libération des autochtones d'Amérique que Christophe Colomb avait envoyés pour être vendus comme esclaves. Christophe Colomb, il est arrivé, il a voulu mettre en esclavage des Indiens. La reine, elle a fait non. Ce sont des Espagnols, ce sont des vassaux de la couronne espagnole. Elle déclare les Indiens étaient des vassaux de la couronne et en tant que tels, ils ne pouvaient être réduits en esclavage. Donc Isabelle, cette reine, agissait avec sa conscience catholique et non pas comme un business. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils ont perdu la foi, donc ils n'arrivent pas à comprendre ce genre de geste. Donc en Occident, l'homme moderne, incapable d'attribuer à la religion un rôle central dans sa propre vie, est tout aussi incapable d'imaginer qu'elle puisse en avoir un pour d'autres peuples. Il faut donc inventer d'autres explications pour comprendre ce qu'il considère comme de simples phénomènes religieux. Accepter qu'une civilisation entière ait pu décider de la prééminence de la religion serait trop demander à notre mentalité moderne. Donc les gens cherchent une logique économique, coloniale, alors qu'en réalité l'Espagne, elle agissait tout simplement au nom de Dieu, quoi. L'Espagne a découvert l'Amérique du Sud, ils n'ont pas demandé, ça s'est passé comme ça. Et après, ils l'ont évangélisé. Parce que l'Église a pour mission d'évangéliser, d'apporter la bonne nouvelle. Quand on voit ce qui se passait, tous les sacrifices humains et tout le cannibalisme qu'il y avait en Amérique du Sud, heureusement que l'Espagne est arrivée, heureusement. En fait, c'est tout l'inverse, comme d'habitude avec l'histoire qu'on nous apprend, tout est inversé. Et donc l'Espagne a absolument sauvé l'Amérique du Sud. Et même l'Amérique du Nord aussi, un bout. Donc on peut rappeler que l'université Saint-Marc de Lima fut inaugurée 85 ans avant Harvard, par exemple. La France n'a fondé une université à Alger qu'en 1909. Le Portugal attendit 1968 pour ouvrir celle de Lourenço Marques au Mozambique. La Hollande n'a jamais bâti une seule école en Indonésie. Et l'Allemagne, pas même un club de lecture dans ses colonies africaines. Donc,
Alors que dès 1521, Hernán Cortés, le fameux conquistador sanguinaire, qui était absolument une crapule, fonda à Mexico l'hôpital de la Très Pure Conception et de Jésus de Nazareth, où fut créée en 1578 la faculté de médecine, à l'origine de l'actuelle Université nationale autonome du Mexique, UNAM. Et l'hôpital, l'un des plus grands du monde à l'époque, fonctionne encore aujourd'hui. Un témoin muet de la falsification de l'histoire. Dans le Pérou, bon, on n'en a pas parlé parce que tout à l'heure, tous les hôpitaux que j'ai cités, c'était au Mexique. Mais au Pérou, il y en a eu 59. 59 hôpitaux entre 1533 et 1792. Et les soins, médicaments, repas et vêtements étaient entièrement gratuits. Bah oui, parce que c'était l'Église qui s'en occupait. Donc, pour finir, pour les masses indigènes, la conquête espagnole ne fut pas une servitude, mais une libération spirituelle. La vraie foi arriva avec l'Espagne. 3 siècles plus tard, lors des guerres d'indépendance, la majorité des autochtones du Venezuela, de Colombie, d'Équateur, du Pérou et de Bolivie combattirent contre Simon Bolivar et pour la monarchie espagnole. Les armées de Bolivar étaient composées surtout des descendants de colons enrichis et de 5000 Britanniques. Parce que, évidemment, les Anglais, ils sont toujours là, dans les mauvais coups. Venus soutenir une indépendance manipulée par Londres. Bolivar lui-même reconnut plus tard que cette libération n'était qu'un piège britannique et proposa en vain au roi Ferdinand VII de créer un empire hispano-créole constitutionnel avec Madrid pour capitale. Parce que le roi refusait. Et bon, dans mon autre topo avec Gabriel García Moreno, on sait que Bolivar, à la fin de sa vie, il a regretté tout ce qu'il avait fait en fait. Parce que Bolivar, il avait été éduqué, il avait fait ses études dans la franc-maçonnerie, etc., dans une loge. Il s'était fait retourner le cerveau. Et à la fin de sa vie, il s'est rendu compte que c'était une grosse erreur. Et il a appelé à la fin de sa vie à revenir vers l'Église, à respecter l'Église, etc., le gouvernement, les lois, etc. Voilà, j'en ai fini avec ce topo.